de ma présentation, c'est surtout à travers un texte et un cas concret qui est la directive MIF 2, de présenter le cheminement d'un texte du début jusqu'à la presque fin, parce qu'on n'est toujours pas arrivé à la fin du texte, les différents moments où les acteurs en présence peuvent intervenir. Et comme j'ai compris que le thème du sujet, c'était le fonctionnement, enfin le thème du séminaire, c'était le fonctionnement du processus décisionnel, voici le moyen d'intervenir dans ce processus décisionnel et de peser dans la mesure du possible sur les orientations qui ont été prises. Le but de ma présentation, c'est très concrètement sur un texte sur lequel j'ai travaillé quand j'étais au Trésor et puis ensuite à la présentation permanente, donc du début jusqu'à aujourd'hui. Très concrètement, à quel moment en fait les orientations clés sont prises et dans quelle mesure les différents acteurs, qui sont très nombreux, quels sont-ils, à quel moment ils interviennent, et s'il y a effectivement des moments plus adéquats pour corriger des orientations, faire pression sur des dispositions. Donc le premier slide, très rapidement, revient sur un historique un peu de ce texte majeur. Donc la MiFID, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas m'y attarder très longtemps, mais pour ceux qui connaissent moins, c'est effectivement la directive mère sur les marchés financiers. La MiFID 1 datait de 2004. C'était déjà un texte majeur qui avait considérablement modifié le paysage de l'organisation des bourses, mais aussi les dispositions en matière de protection des investisseurs en Europe, qui avait mis fin en fait au monopole des bourses traditionnelles, qui est une sorte de Big Bang de la commission McCreevy adoptée en 2004 et entrée en vigueur en 2007. Le problème, c'est qu'entre-temps, la crise financière est intervenue, est passée par là, et à Pittsburgh en 2009, les chefs d'État se sont mis d'accord sur un communiqué extrêmement ambitieux qui notamment contenait en matière de marché financier une recommandation très claire que l'ensemble des dérivés OTC devaient être compensés et, where appropriate bien sûr, dans la mesure du possible, échangés sur des plateformes, des exchanges ou des plateformes de bourse. Donc ça, c'est la première étape, puisque clairement la directive MiFID 2 s'inscrit dans le cadre des orientations de Pittsburgh, qui sont accompagnées par des travaux à la fois au sein du FSB mais de l'IOSCO. Donc l'IOSCO, en fait, c'est l'Organisation internationale des commissions de valeur, l'IOSCO en anglais, qui réunit les principaux superviseurs de la planète, donc notamment l'autorité des marchés financiers française, la FCA britannique, la SEC américaine ou la BaFin allemande. Là aussi, des travaux considérables ont été faits pour tenter de remédier des constats déjà sur le fait qu'avec l'ouverture des plateformes alternatives, les ATS aux États-Unis ou les MTF en Europe, le développement ce qu'on appelle la dark liquidity en fait, donc en fait surtout les dark pools où toutes les transactions qui échappent à la transparence pouvaient être problématiques. Il y a également eu des travaux en matière de marché dérivé de matières premières avec un rapport de IOSCO en la matière qui était très important puisque concrètement il a décliné un certain nombre d'orientations du G20 et notamment en matière de marché dérivé de matières premières. C'est là où pour la première fois dans un texte international de standard setter, il y avait la recommandation de fixer des limites de position sur les marchés de matières premières. Et on y reviendra, mais tout ça par des travaux d'IOSCO, puisque concrètement ça s'est traduit dans la directive MiFID 2 par la suite. Donc là c'est la première étape au niveau international. Il y a d'autres exemples, mais je pense que c'est les deux moments clés qui ont influencé la révision de MiFID 2. Au niveau européen, très rapidement, les moments clés en fait, de cette révision, c'est d'abord les travaux qui ont été faits au sein de CISAR. Donc CISAR, en fait, c'était l'ancêtre de l'ESMA. L'ESMA qui a été créée, j'imagine que vous avez dû l'aborder ce matin, mais qui a été créée par un règlement de 2010. Mais avant, en fait, on avait la réunion des autorités de supervision au sein de CISAR. Et enfin, CISAR a fait un certain nombre d'avis
assez longs, que ce soit sur la transparence sur les marchés actions, les marchés transparence sur les marchés non-actions, des obligations notamment, en matière de protection des investisseurs. Ça c'est la base qui va poser ensuite la révision MiFID. Le Parlement européen ensuite s'est emparé de la question avec un premier rapport, ce qu'on appelle un rapport d'initiative de la commission Econ. Donc c'était Kay Swinburne, la députée britannique du groupe ICR, qui est toujours députée dans l'actuelle mandature, qui est quelqu'un qui connaît très très bien le métier, qui a travaillé dans le buy-side et qui est extrêmement influente au Parlement européen. Bon, son rapport a été extrêmement amendé et n'était pas totalement dans la ligne du groupe ICR, en tant que Français je dirais fort heureusement, mais qui a finalement fait des recommandations assez complètes sur la nécessité d'avoir plus de transparence sur les bourses, de mettre en place une consolidée de tape pour avoir une information agrégée au niveau européen. Je donne des exemples en matière de trading à haute fréquence, d'interdire l'accès sponsorisé, enfin l'accès directement non filtré, pardon, et pas l'accès sponsorisé. Donc ça aussi c'est un moment, c'est une étape clé, dans le processus. À cette date, j'étais justement adjoint à l'époque au Trésor, et je suivais effectivement MiFID, et on avait suivi de près ce rapport d'initiative, parce que les choses qui étaient crantées par le Parlement dans ce rapport d'initiative, la Commission, bien évidemment, allait en tenir ensuite dans sa proposition. Et puis, le troisième moment clé au niveau européen, c'est la consultation publique, qui était extrêmement importante. Je ne sais plus combien il y avait de questions, pas moins de 200 questions, je crois. Donc, j'ai oublié le nombre de réponses, mais c'est effectivement le moment majeur où, on voit les premières orientations par la Commission, parce qu'à travers les questions posées, il y a déjà une indication de l'orientation vers où la Commission doit aller, et les avis des participants sont tenus compte fortement. Donc nous, autorités françaises, on a bien sûr répondu, l'AMF avait répondu, puis les acteurs de la place, l'industrie. Mais effectivement, les réponses en consultation sont extrêmement un instrument clé pour influencer le débat européen, et la Commission tient compte des réponses en consultation. D'ailleurs, regrette que bien souvent les anglo-saxons soient beaucoup présents dans les réponses en consultation avec les acteurs continentaux et notamment français. La Commission a un peu tendance à compter les points dans l'analyse des réponses en consultation, en disant 90% des personnes qui ont répondu orientent dans tel sens. Donc ça joue un rôle quand même non négligeable. La quatrième étape de ce travail préparatoire, c'est avant même la sortie du texte, c'est les débats au CEVM, donc en anglais ISI. En fait, c'est la Commission qui organise des groupes de travail d'experts des autorités nationales, Trésor et autorités de supervision, et qui propose les premières ébauches de draft et tient compte des avis des autorités nationales. Et puis enfin l'étude d'impact de la Commission, qui est un moment clé de préparation du texte. Donc le 20 octobre 2011, la Commission a fait sa proposition. En fait, il y avait deux propositions de texte. Je mets pour mémoire, mais je ne vais pas revenir sur chacune des dispositions. L'objectif, c'est pas de faire un cours sur MiFID. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur du texte. Juste en termes de petite idée, MiFID, la directive, c'est presque 500 pages de texte. C'est un peu moins lorsque la proposition est sortie. Et le règlement, on n'est pas loin de 300 pages. Effectivement, la Commission avait choisi deux instruments, alors que c'était une directive à l'origine. A finalement choisi une directive et un règlement. Et c'est de plus en plus le cas, en fait. Pareil pour la directive abus de marché, a été modifiée par un règlement et par une directive, ce qui permet pour toutes les dispositions qui ont vocation à s'appliquer de manière immédiate dans l'ensemble des États membres, sans recourir à des mesures de transposition. Donc essentiellement les dispositions en matière de marché sont en matière de transparence, en matière de création de nouvelles plateformes. Donc là, les ETF, qui sont les Organized Trading Facilities, sont des plateformes qui ont été créées from scratch, qui n'existaient pas. Donc ça, c'est des dispositions qui étaient dans un règlement. Pareil, la Commission avait introduit quelque chose qui n'était pas dans la consultation, l'accès non discriminatoire à la compensation aux plateformes de négociation, qui est vu par certains acteurs de l'industrie, notamment allemande, comme étant une attaque directe contre leur silo.
poussé selon d'autres par le Royaume-Uni et la place financière de Londres pour favoriser l'accès à des plateformes alternatives aux chambres de compensation. Et ça, c'est une mesure centrale qui se retrouve dans le règlement, donc pas besoin de mesures de transposition. Pour le reste, et notamment les matières les dispositions en matière de protection des investisseurs se retrouvent bien évidemment dans la directive. Donc c'est une directive d'harmonisation maximale. Normalement, les États membres ne peuvent pas gold-plater, comme on dit. Donc aller plus loin, ou bien sûr de ça, mais pas aller plus loin que ce qu'impose la directive. Mais de nombreuses mesures restent quand même dans le cadre de la directive. Éventuellement, je pourrais revenir sur le fond si certains le désirent. Maintenant, sur le processus décisionnel, et ça c'est le point un peu plus intéressant. Désolé pour ce slide qui est un peu coupé, un peu dense, mais juste les 3 temps effectivement de la négociation qui sont pour tous les textes en matière de services financiers, puisqu'on est sur la base de l'article 114 du traité, on est en codécision, procédure législative ordinaire depuis Lisbonne, mais donc on a 3 phases qui peuvent dépendre des fois. On peut avoir le Parlement qui, dans certains contextes, va plus vite que le Conseil, ce qui en espèce a été le cas. Mais le Conseil adopte une position qu'on appelle approche générale. Le Parlement adopte un mandat de négociation, un texte, et ensuite on va en tirer. Là, pour ce texte, on a épuisé pas mal de présidences, puisque au Conseil, les travaux sous format d'experts, en fait, quand on dit travaux sous format d'experts, c'est les experts des capitales plus les attachés financiers sont présents. Se sont déroulés sur plus de 6 mois et pendant 3 présidences. Donc les négociations étaient ouvertes sous présidence polonaise et les chypriotes ont ensuite basculé les négociations sous forme attachée seulement. En fait, il n'y a plus que les attachés qui participent au groupe de travail. Et l'objectif, en fait, c'est tout simplement d'éviter les interférences des capitales, essayer d'aboutir à un compromis. C'est quand même plus simple si on le fait avec des attachés qui se connaissent, qui sont basés à Bruxelles, qui sont autour de la table, plutôt qu'avoir à chaque fois les experts dans la salle. Et l'accord a été obtenu au Coreper, donc niveau ambassadeur, en juin 2013, puis sans débat à l'époque. Au Parlement européen, le rapporteur était Markus Ferber, un Allemand du PPE. Côté rapporteur fictif, on avait pour les socialistes Arlene McCarthy. Pour les Verts, je crois que c'était Sven Giegold. Et pour ALD, les libéraux, c'était Sharon Bowles, une Britannique. Et pour l'ICR, les conservateurs réformateurs, c'était Kees Winburn. On avait 3 Britanniques et un Allemand, et 2 Allemands dans l'équipe de négociation. Donc c'est aussi un point important dans cette négociation, c'est-à-dire que nous, Français, on n'a pas pu s'appuyer dans notre travail sur une équipe de négociation avec un député français. Et ça, c'est un point très important à Bruxelles. Et d'ailleurs, en tant que fonctionnaire français, je ne peux que déplorer la perte d'influence de la France au Parlement européen, accentuée par les dernières élections européennes, puisque vous avez toujours intérêt à avoir des députés qui sont dans les groupes majoritaires, donc PPE, socialistes, mais aussi libéraux qui ont un rôle un peu de deal maker et qui sont impliqués dans le travail en commission, et sur lesquels vous pouvez aussi vous appuyer pour faire passer des positions. Et là, en l'espèce, effectivement, les Allemands et les Britanniques étaient surreprésentés et les Français étaient malheureusement absents totalement du travail avec eux. Après, ça ne nous empêche pas de travailler, et on a travaillé avec l'équipe de M. Ferber, on a travaillé avec les assistants de McCarthy. Donc en tant que Français, on est bien obligé d'aller voir tout le monde. Ça, c'est un point important à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, la RP française pouvait se contenter de travailler uniquement avec les assistants des députés français. Désormais, on est aussi obligé de travailler avec toutes les nationalités, travailler aussi avec les policy advisors des groupes. C'est très important, c'est ceux qui font effectivement la ligne politique du parti, et ils ont un rôle d'expertise très, très important. Donc le Parlement a abouti à une proposition,
un vote, une position en octobre 2012. Nous, on avait, en tant qu'autorité française, invité M. Ferber à Paris. On lui avait fait rencontrer les différents acteurs de la place à l'époque, lorsqu'il avait sorti son rapport. Et on avait effectivement aussi contribué à des projets d'amendements, de rédaction d'amendements pour essayer de les faire porter par des députés. Parce que c'est pas parce qu'on a des députés qui ne sont pas shadow, enfin qui ne sont pas rapporteurs fictifs, qui ne peuvent pas déposer d'amendements. N'importe quel député en école peut déposer des amendements. Donc, on a poussé Mme Goulard, Mme Berès à déposer des amendements. Mais forcément, lorsqu'on a un rapporteur ou un rapporteur fictif, c'est toujours plus facile. Et puis, la troisième phase, la phase des trilogues, qui ont été conduites sous deux présidences. Enfin, c'est essentiellement la présidence lituanienne. Donc là, juste pour celles et ceux qui sont moins familiers avec la terminologie bruxelloise, le trilogue, en fait, on a la présidence du Conseil, la Commission et le Parlement, l'équipe de négociation du Parlement européen dans la salle. La présidence a son mandat qui est l'approche générale, qui est le texte de l'approche générale. Le Parlement a son texte qui a été adopté. Et puis on a le texte de la Commission initialement. Et on tente de rapprocher les positions pour aboutir à un accord sur un texte. On a ce fameux tableau 4 colonnes. Et à chaque fois qu'il y a une négociation sur un point, la présidence revient vers les États membres, dans le cadre du groupe de travail, où éventuellement on peut soulever le point au niveau Coreper, voire à l'ECOFIN, si c'est vraiment très politique, pour modifier son mandat de négociation. Et normalement, la présidence, en théorie, ne peut pas, pendant la discussion, revenir sur son mandat de négociation. Donc si elle n'a aucune flexibilité pour aller dans le sens du Parlement, elle doit revenir dans les États membres. Cependant, ça ne se passe pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que pendant les trilogues, la présidence peut orienter déjà les négociations, éventuellement être plus flexible dans un sens vis-à-vis du Parlement, et tenter ensuite d'imposer le compromis aux États membres. Et généralement, il est très difficile, lorsqu'il y a un accord politique entre les trois institutions, pour les États membres de s'y opposer. Mais effectivement, le trilogue, il y a une certaine asymétrie, c'est-à-dire que côté Conseil, nous on n'a que la présidence et on ne peut s'appuyer que sur ce que la présidence nous dit. Côté Parlement, ils ont leur équipe de négociation dans la salle, la Commission aussi, donc ils sont dans la salle et ils ont l'information. Et c'est aussi un peu regrettable, c'est-à-dire déjà au niveau 1, les États membres sont un peu défavorisés par rapport au Parlement européen. Et on verra qu'au niveau 2, c'est encore plus le cas. On a abouti à un accord politique en janvier 2014, et après on a un travail très important qu'on appelle de trilogue technique, où effectivement tous les points qui sont jugés pas politiques sont réglés dans des trilogues dits techniques, où les équipes de négociation finissent de rédiger le texte, avec toujours la possibilité quand même pour les États membres ensuite de relever le point comme étant politique. Puis on a la phase des juristes linguistes, qui est quand même très important, parce que le juriste linguiste, c'est normalement le texte propre, donc dans la langue de travail en anglais, et il peut toujours avoir la tentation pour une délégation, sous prétexte de mettre le texte vraiment propre, de modifier encore en substance. Donc il convient d'être vigilant. Heureusement, il suffit qu'un État membre dise je ne suis pas d'accord, on revient à l'accord politique. Mais c'est assez fastidieux, mais quand même très important. Et c'est un combat jusqu'au bout, parce que même pour unifier sur juriste linguiste, on a eu quelques petits débats. Voilà, donc le texte est publié depuis juillet 2004, mais pour MIFID, effectivement, c'est loin d'être fini. Comme vous soulignez, tout à l'heure, il y avait sur les 400 actes délégués, MIFID, c'est pas 90 avec une seule. Donc on dit ça, il y a le du maire, c'est vrai. Donc là, actuellement, on est vraiment dans le débat sur les actes de mesure niveau 2. C'est pas terminé. Donc là, sur les mesures niveau 2, nous, à l'ARP, en général, on est moins en avant, puisque c'est une affaire des autorités de régulation, notamment pour les standards techniques, et sur les actes délégués, c'est la commission qui a la main, qui consulte les États membres et les experts des États membres, mais on n'est plus co-législateur comme sur les mesures de niveau 1. Donc c'est beaucoup plus dur d'influencer. Pour autant, sur un texte aussi important et qui est MIFID, sur certains points, un travail pour l'ARP
demeurent. Par exemple, sur un des actes délégués où on avait un problème extrêmement sensible, on est allé de nombreuses fois voir les services de la commission, même voir le cabinet du commissaire, pour tenter de rectifier le tir par rapport à une interprétation qu'on trouvait mauvaise du niveau 1. Si vous m'interrogez, je vous dirai quel acte délégué. Mais voilà, donc il y a quand même une marge de manœuvre de manière informelle. Formellement, en principe, la marge de manœuvre est extrêmement réduite, puisque aussi bien pour les RTS, et les standards techniques, la marge de manœuvre pour les autorités nationales est très réduite, puisque tous les débats se font au sein de l'ESMA, entre autorités de supervision, et c'est une décision du Board of Supervisors de l'ESMA. Et ensuite, les projets de standards techniques sont transmis à la commission, mais la commission, si elle souhaite changer la substance de ces standards techniques, est obligée ensuite de renvoyer le draft à l'ESMA. Donc là, actuellement, ces projets de RTS, la commission les a soumis en consultation interservice en interne, mais a priori, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque le Parlement est assez remonté sur un certain nombre de projets de RTS, notamment en matière de transparence ou en matière de limite de position. Roberto Gualtieri, qui est chair de la commission Econ, et Marcus Ferber ont écrit une lettre en ce sens à la commission pour demander de revoir la copie de l'ESMA. Et les États membres ont tenté aussi d'initier un processus de consultation. Chose totalement inédite, MIFID sert de laboratoire, puisqu'on a organisé déjà 2 réunions au niveau expert et attaché au Conseil, où la Commission et l'ESMA ont été auditionnés et interrogés, où les États membres ont fait part de leurs préoccupations sur certains projets de standards techniques et d'actes délégués. Mais effectivement, pour les standards techniques, il y a un vrai sujet de consultation des États membres, puisque, à la différence des actes délégués où effectivement on a une période de consultation, et c'est dans le cadre du groupe des experts, donc de ce qu'on appelle les gestes. En revanche, pour les standards techniques, il n'y a pas du tout de consultation des États membres en amont. Donc là, sur les délégués, il y a cette période de consultation où les experts peuvent tenter d'influencer la rédaction, parce que c'est la commission qui tient la plume. Mais une fois, là pareil, que les actes délégués sont sortis, la marge de manœuvre des États membres est quasi nulle, puisque pour pouvoir rejeter une mesure de niveau 2, un acte délégué, en vertu du traité, il faut une majorité qualifiée d'États membres. Alors que le Parlement, il suffit une majorité simple. Donc en gros, au Parlement, si le rapporteur et le rapporteur fictif des 2 principaux groupes se mettent d'accord, peuvent rejeter le projet d'acte délégué de la Commission. Ce qui n'est pas possible pour les États membres, puisque une majorité qualifiée d'États membres, ça n'est jamais arrivé. Enfin, je n'ai pas la connaissance d'un acte délégué qui ait une objection à la majorité qualifiée. Alors, il y a effectivement des travaux en plus actuellement, enfin des discussions sur est-ce qu'on doit rejeter le pouvoir d'objection et un pouvoir d'objection en bloc, ou acte délégué par acte délégué. La Commission plaide pour une interprétation où le rejet se fait uniquement en bloc. Le service juridique du Conseil a une interprétation légèrement différente. Mais c'est donc pour ça que c'est très important d'influencer en amont l'adoption des actes délégués. Et juste un point de résumé calendrier. Donc, pour dire qu'en fait on n'a toujours pas fini, on n'en a pas fini avec la MiFID 2, loin de là, non seulement du point de vue transposition, mise en œuvre au niveau national, mais c'est pas mon propos, mais au niveau européen. Il y a encore 2 questions, c'est quand est-ce que les actes de niveau 2 vont être adoptés? Y aura-t-il révision de certains standards techniques de l'ESMA compte tenu de l'opposition du Parlement européen, mais aussi de certains États membres? Et surtout, là, la question d'actualité qui s'est posée au Collège des commissaires il y a pas plus tard que 2 jours, c'est la question du report éventuel de l'entrée en application de MiFID, en vigueur, prévu au 3 janvier 2017. Mais l'ESMA a écrit une lettre à la Commission il y a quelques mois pour dire qu'ils avaient un problème de mise en œuvre, notamment en matière de services informatiques et d'IT pour les mesures de reporting, que donc il ne serait jamais à temps pour que MiFID entre en vigueur en janvier 2017. Et la
Commission a évoqué plusieurs fois qu'elle travaillait sur un report. Elle n'a pas encore confirmé. Le collège des commissaires n'a pas pris de décision encore. Est-ce que ce sera un report partiel? Est-ce que ce sera un report total? Donc en fait, pour un report, en jargon bruxellois, on parle de quick fix. Et on est obligé de passer par les colégislateurs. Donc c'est une modification du niveau 1. L'une des appréhensions, c'est la réouverture de MiFID. Je suis du doigt pour pas que ce soit le cas et qu'on se contente de faire juste un vrai quick fix. Mais ça, c'est quelque chose qui normalement devrait se faire en janvier 2016. Donc il y aura, à 99%, il y aura un report. La question, est-ce que ce sera un report global ou partiel, premier point. Est-ce que la date de transposition aussi sera reportée? Donc on peut reporter l'application, pas entrer en vigueur sans reporter la date de transposition. Et le troisième point, est-ce que d'autres textes pourraient éventuellement être reportés, comme MADMA? Les Allemands, par exemple, aujourd'hui plaident pour que MADMA soit reporté comme MiFID. On a une interprétation un peu différente de notre côté, et la Commission ne souhaite pas reporter deux textes. Parce qu'après, on pourrait très bien aussi reporter CSDA, on pourrait aussi reporter benchmarks, qui vient d'être ajouté. Beaucoup de textes font référence à MiFID. Mais MiFID est publié. On peut très bien faire référence à un texte qui n'est pas en vigueur. En tout cas, il y a éventuellement discussion juridique, mais nos experts n'ont pas l'interprétation de la nécessité d'un report. Donc voilà, on n'a pas encore terminé avec MiFID. Entre le moment où les consultations ont commencé 2010 et le moment où le texte entre en vigueur, au total, on aura eu 7 ans ou 8 ans. Ça montre quand même que la durée sur un texte majeur des négociations et d'élaboration